Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un test de carte graphique un petit peu particulière qui nous vient de la toute fin 2008 ou plutôt de tout début 2009. Et même si la miniature peut sembler être une blague, ce n'est absolument pas une blague, il s'agit d'une carte graphique avec un design sandwich, bien entendu il n'est pas à manger, mais il s'agit d'un design de carte graphique qui était proposé par Nvidia pendant quelques années sur la fin des années 2000. Il s'agit d'une carte bi-GPU, mais bref, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à rester, on passe maintenant à la présentation de la carte graphique. Pendant que je démonte cette carte graphique pour vous faire comprendre pourquoi je parle de carte graphique sandwich, je vais vous présenter les caractéristiques techniques de cette carte. Il s'agit d'une Nvidia GeForce GTX 295 qui est sortie en toute fin 2008 sur le papier en tout cas, puisque en pratique on n'a pas pu vraiment l'avoir avant janvier 2009. Il s'agit d'une carte bi-GPU qui possède donc un SLI en interne. Elle embarque donc deux GPU GT200 qui sont gravés en 55 nanomètres. Chacun de ces deux GPU a le même nombre d'unités de calcul que la 280 ou encore la 285, mais on a une fréquence qui est plus faible avec 576 MHz contre 602 pour la 280 et 648 pour la 285. En gros, on a le GPU de la GTX 285, c'est-à-dire qu'on a les mêmes unités de calcul, la même finesse de gravure, mais par contre on est cadencé exactement comme la 260 Plus qui elle a moins d'unités de calcul. Et la comparaison avec la 260 Plus ne s'arrête pas là parce que pour la mémoire c'est assez similaire, on retrouve le même bus mémoire de 448 bits et on retrouve la même quantité de mémoire, à savoir 896 mégaoctets cadencés à 1000 MHz. Et là vraiment je comprends pas, j'aurais largement préféré qu'on retrouve la même quantité de mémoire que sur la GTX 285 ou même la 280 avec 1 Go et surtout un bus mémoire en 512 bits étant donné que la mémoire quand on fait un SLI même sur une carte bi-GPU c'est quand même super important. En revanche le point positif dans tout ça c'est que cette carte à sa sortie était vendue 460 € là où un SLI de GTX 260 Plus lui coûtait 480 €. Maintenant qu'elle est démontée, alors pourquoi je vous parle de GPU sandwich? Je pense que vous avez remarqué, mais sur le PCB que j'ai enlevé, il n'y a qu'un seul GPU. La raison est simple, c'est qu'il y a en réalité deux GPU GT200 qui se font face et qui prennent en sandwich le ventirad avec le ventilateur. Et c'est d'ailleurs pour ça que le PCB est troué. Et pour communiquer entre eux, ces deux PCB font appel à deux nappes de câbles qui sont connectées sur le PCB principal. Ce design sandwich, on l'a retrouvé sur toutes les cartes bi-GPU avec l'appellation GX2. D'ailleurs, pour moi, cette carte graphique aurait dû s'appeler la GTX 280 GX2 ou encore 285 GX2. Pour moi, celle qui aurait dû être appelée 295, c'est tout simplement la 295 V2 qui se retrouve avec les deux PU sur un seul et unique PCB. Après la 7950 GX2 et la 9800 GX2, cette GTX 295 sera la dernière carte qui utilise le design sandwich. Je pense que vous l'avez vu pendant le démontage, je ne l'ai pas démonté entièrement parce que sinon il fallait que je retire le sticker qui est ici sur le côté et honnêtement j'en ai pas envie parce que je suis pas certain de pouvoir le remettre derrière. C'est pour ça que vous n'aurez pas vu les deux PCB en entier, mais ça m'aura permis de vous montrer un petit peu pourquoi on parle de carte graphique sandwich. Pendant la présentation, je vous parlais aussi de la finition qui est très bonne au niveau de la coque métallique de la carte graphique. Et ça c'est pour une raison toute simple, c'est que Nvidia y a apporté un soin tout particulier, ils ont fait ce qu'ils appellent un revêtement soft touch pour que la carte soit finalement très douce au toucher. Si ça c'est pas de l'argument marketing, je sais pas de quoi je parle. Pour ce qui est du PC test, vous le verrez pas en image parce que je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est un PC que je réserve pour une future vidéo. De ce que je peux vous dire, c'est que c'est le même que dans la vidéo avec la HD 4870 et la GTX 280. Il s'agit d'un PC qui est équipé d'un i7 960 avec 16 Go de DDR3 en triple channel. On est donc sur une grosse configuration de cette toute fin 2008 ou plutôt début d'année 2009. Et honnêtement, il en faut pas moins pour tester cette carte bi-GPU parce qu'on le verra dans la revue de presse par exemple, il y a le site de Clubic qui avait testé avec un i7 920 et ils avaient pas mal de bottlenecks. Bref, on continue la vidéo avec les benchmarks, on se retrouve juste après. On commence avec un benchmark classique sur la chaîne, il s'agit de Unigine Sanctuary. Étant donné que j'ai le même PC de test que la vidéo avec la 4870 et la GTX 280, j'ai fait les mêmes réglages sur ce benchmark pour que l'on puisse comparer. On est donc avec les pré-réglages 1080p LV sans anti-aliasing et sous DirectX 9.
On peut voir que cette carte graphique s'en sort très bien, on est au-dessus des 120 fps, je dirais qu'on a plutôt une moyenne autour de 140 images par seconde. Ce que l'on peut remarquer, que l'on verra je pense tout au long des benchmarks, c'est que cette carte graphique elle chauffe énormément. Forcément c'est lié à son design sandwich, avoir un vent tirade à peine épais de peut-être 1 ou 1,5 cm, tout ça pour refroidir deux GPU qui chauffent déjà pas mal à la base, et ben c'est peut-être pas le meilleur des plans quand bien même on a baissé un peu les fréquences. En tout cas je trouve que c'est plutôt perturbant d'avoir plus de 90 degrés sur une carte graphique, ça fait quand même beaucoup. Allez, on en a assez vu, je passe au résultat. On voit qu'on a 146,8 images par seconde avec un score de 6225 points. Si je compare avec les scores que l'on avait eu sur la 4870 et la GTX 280, on avait 80 images par seconde pour la 280 et 64,1 images par seconde pour la 4870. On a un gap de performance de 80% à peu près face à la GTX 280, c'est quand même intéressant. Après c'est sur un benchmark, on verra dans les jeux si on retrouve à peu près le même écart tout à l'heure. Ça suffira pour Sanctuary, on passe maintenant à 3D Mark Cloudgate qui promet d'être intéressant lui aussi. Cette fois-ci, le benchmark est sous DirectX 10 et dans ma précédente vidéo, ce bench avait pas mal avantagé la Radeon HD 4870. Et je dois vous avouer que cette 295 avec ses deux GPU s'en sort quand même moins bien que je l'aurais pensé. On a du mal à atteindre les 60 images par seconde, par moment on est au-dessus, par moment en dessous, on verra ce que donne la moyenne dans les résultats. D'ailleurs, je vais afficher directement les résultats comme ça on sera fixé. On a donc un score global de 12 502 points, mais nous on va s'intéresser au score graphique étant donné qu'on a la même machine de test et on peut voir qu'on a 18 367 points avec le premier test graphique à 65 images par seconde de moyenne, celui que je vous ai montré, et le deuxième à 103,22 images par seconde. Si on compare au score que j'avais eu avec les précédentes cartes graphiques, on avait 11 683 points de score graphique pour la GTX 280 et on avait 14 395 points pour la HD 4870. Ce qui est fou, c'est que sur le premier test graphique, celui que je vous ai montré en image, la HD 4870 fait mieux de 1 FPS moyen que la GTX 295. Je trouve ça vraiment fou, mais heureusement, elle se refait sur le test graphique numéro 2 que je vous ai pas montré cette fois-ci, ce qui lui permet d'avoir un meilleur score graphique. J'explique pas vraiment pourquoi la HD 4870 s'en sort aussi bien sur ce benchmark-là. En tout cas, c'est des résultats qui sont plutôt intéressants. Allez, maintenant ça suffira pour les benchmarks dédiés. On passe maintenant au test dans les jeux vidéo. Comme la dernière fois, on commence les jeux vidéo avec Half-Life 2 Lost Coast. On garde les mêmes réglages que la dernière fois, à savoir tous les graphismes poussés à fond en 1080p. On voit déjà que cette carte graphique s'en sort incroyablement bien. Sur le début du benchmark, on est quasiment aux 200 images par seconde, alors que c'est le passage le plus dur de ce benchmark. Sur le début de ce benchmark là, la GTX 280, qui est celle qui s'en sortait le mieux, arrivait à faire environ 120 images par seconde. Le gap a l'air donc moins élevé que ce que l'on avait eu sur Sanctuary, malgré tout il y a quand même un gap de performance plutôt intéressant. Quant à la HD 4870, sur le début du benchmark elle faisait environ 100 à 110 images par seconde, on a donc pas loin du x2, on va dire qu'on est à peu près à 80% de plus avec cette GTX 295. Bref, on va passer directement au résultat pour voir ce que ça donne. On a donc un score de 261,84 images par seconde, ce qui est pas mal du tout. Et maintenant, si on compare avec les autres cartes graphiques, on peut voir que la GTX 280 nous a donné un score de 180 images par seconde. Quant à la Radeon HD 4870, on a 139,30 images par seconde. En gros, on a quasiment le double des performances de la 4870 et on fait entre 40 et 50% de plus que la GTX 280. Face à la 280, on garde toujours un gap qui est plutôt intéressant, mais on est quand même loin des 80% que l'on avait eu sur Sanctuary. Ça montre que vraiment, attention avec les benchmarks, c'est pas super représentatif de ce que l'on peut avoir dans les jeux vidéo. Par exemple, avec les images que vous voyez là maintenant en direct, on se rend bien compte que les deux GPU sont pas exploités à fond, et ça c'est souvent un problème quand on fait du multi-GPU. Il peut y avoir pas mal de raisons qui expliquent que les cartes graphiques sont sous-exploitées, mais cette fois-ci je pense que c'est tout simplement le moteur du jeu qui n'arrive pas vraiment à fournir plus. On passe maintenant à BioShock, ce n'est pas un benchmark donc faut comparer en direct. Vous avez en bas à gauche la GTX 280, en bas à droite la HD 4870 et en haut à gauche la GTX 295. On peut voir que cette fois-ci on retrouve l'écart entre la 280 et la 295 que l'on avait sur Sanctuary, c'est-à-dire à la louche 80% de gap de performance pour la 295. En revanche pour la 4870 c'est bien plus compliqué, elle est totalement larguée, la 295 fait plus du double des performances.
Par contre, jetez un coup d'œil aux températures, vous allez voir que la 295 chauffe énormément, étant donné qu'il m'a fallu un petit peu de temps de jeu avant d'arriver à ce passage du jeu pour faire le benchmark. On a 96-95 degrés, ce qui est vraiment énorme pour une carte graphique, mais pour cette carte là, en réalité, c'est les températures de fonctionnement normales, et surtout quand on fait de longues sessions de jeu. C'est peut-être la carte graphique que j'ai eue entre les mains qui chauffe le plus, c'est vraiment incroyable. Bref, ça suffira pour BioShock, on va essayer maintenant de répondre à une question qu'on doit tous se poser. Can it run Crysis? Est-ce que la 295 est capable de faire tourner Crysis? Pour ce qui est des réglages, vous le voyez, on est en 1080p avec les pré-réglages en élevé, c'est-à-dire exactement comme j'avais fait pour les deux autres cartes pendant ma vidéo précédente. Pour rappel, la GTX 280 nous donnait autour de 30 images par seconde, pas toujours, on était parfois un petit peu en dessous. Et pour ce qui est de la HD 4870, on était plutôt autour des 27 images par seconde. Et on peut dire que cette fois-ci, ça va, Crysis tourne quand même plutôt bien. On est très proche des 60 images par seconde, je dirais qu'on a une moyenne autour de 58 images par seconde, parfois plus, parfois moins, mais c'est parfaitement jouable et enfin on arrive à jouer dans de bonnes conditions à ce jeu. Par contre, je suis vraiment impressionné parce qu'on fait un x2 au niveau des performances par rapport à la 280, alors qu'on a un GPU qui a une cadence qui est inférieure, on a un bus mémoire qui est moins large et on a moins aussi de VRAM. En tout cas, je suis forcé de constater que les 800 et quelques mégas de mémoire que l'on a sur cette carte sont finalement suffisants. En tout cas, je sais pas vous, mais je trouve que c'est fou qu'il a fallu attendre tout début 2009 avec la GTX 295 qui est une carte bi-GPU pour faire tourner Crysis dans de bonnes conditions en élevé, alors qu'il s'agit malgré tout d'un jeu qui est sorti en 2007. Et on n'a pas encore les graphismes au maximum, il n'y a pas d'anti-aliasing et on n'est pas non plus en ultra. Vraiment pour ça, Crysis il m'étonnera toujours. Alors, qu'est-ce que je peux dire après ces benchmarks? Déjà, j'attaquerai par le support du bi-GPU ou du SLI interne qui est plutôt bon dans les jeux. Tous les jeux que j'ai testés le prennent en compte et le gèrent plutôt bien. À chaque fois, on a une plus-value qui était plutôt intéressante. Et là où on voit que c'est vraiment bien géré, c'est que j'ai pas eu de stuttering, c'est-à-dire que j'ai pas eu de saccades, ce qui arrive souvent quand on utilise du bi-GPU. Surtout pour le prix où était vendue cette carte-là, elle n'était pas vendue beaucoup plus cher que la GTX 280 ou encore 285 qui est sortie après. Je dirais donc que pour l'instant, c'est plutôt positif. Mais avant de donner ma conclusion, on fait rapidement une revue de presse pour voir ce qui se disait à l'époque. On commence la revue de presse et pour se mettre dans le bain, on commence par le test de Clubic. Les tests qu'ils ont fait en jeu sont pas intéressants parce qu'ils sont trop limités par leur processeur. En revanche, ils disent des choses avec lesquelles je suis assez d'accord. Ils expliquent qu'ils ont repris le concept des GX2, comme la 7950 GX2 ou encore la 9800 GX2. Eux aussi, ils ont remarqué qu'on n'est pas exactement sur deux GTX 280. En dehors de la finesse de gravure, ils parlent eux aussi du bus mémoire qui est plus petit. En gros, ils disent la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes caractéristiques mémoire que la GTX 260 ou encore 260+. Voilà pourquoi je suis pas trop fan des tests en jeu qui ont été faits par Clubic, c'est qu'ils ont testé avec un i7 920. Or le i7 920, honnêtement, il est pas foufou pour ce qui est du gaming, donc pour tester une carte bi-GPU, c'est vraiment pas terrible. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont des résultats un petit peu bizarres comme on peut avoir ici, avec une GTX 295 qui fait mieux qu'un SLI de 280 sur certains jeux, alors que sur le papier c'est totalement impossible, un SLI de 280 est bien plus performant. Ou encore des résultats tels que l'on a sur Left 4 Dead qui sont tout simplement inutilisables parce que le bottleneck est trop présent, et malgré des résultats qui sont pas terribles, ils essaient quand même d'en faire une conclusion. Bref, je suis pas trop d'accord avec ça. Dans la conclusion de Clubic, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit aussi, c'est que 2009 s'annonce comme l'année des GPU DirectX 11. Et là-dessus, ils ont totalement raison. Il était donc dommage d'investir autant d'argent dans une carte graphique qui allait être dépassée technologiquement parlant dans l'année qui arrivait. Là, je suis plutôt d'accord avec eux. Malgré tout, on a quand même des bonnes performances, une consommation électrique qui est réduite. Eux, ils mettent carte bruyante, mais honnêtement, pour une carte bi-GPU, on a à peu près 50 décibels et je trouve que ça reste plutôt correct. Prix trop élevé, ça je suis assez d'accord, et pas de prise en charge DirectX 10.1. Je suis à la fois d'accord et non, mais ça, ils pouvaient pas le savoir au moment où ils ont écrit ça, c'est que finalement, il y aura très peu de jeux compatibles DirectX 10.1. Personnellement, plutôt que de parler du bruit, j'aurais bien aimé voir les températures qui montent quand même extrêmement haut avec cette carte. Dans leur conclusion, je regrette qu'ils parlent pas non plus de la compatibilité physique et 3D Vision dans les plus, ce qui aurait pu malgré tout justifier le prix qui était quand même trop élevé, mais qui aurait pu donner un argument pour justifier ce prix-là justement. On passe maintenant au test de hardware.fr et ils mettent le doigt sur un truc qui est intéressant dont j'ai parlé en début de vidéo. C'est-à-dire que Nvidia avait officiellement lancé la carte graphique pour le mois de décembre, mais en réalité, elle n'est
n'étaient pas achetables avant le mois de janvier. Tout ça pour empêcher AMD de faire de trop bons chiffres pendant la période de Noël. Bref, clairement, c'est l'exemple typique de ce qu'est un paper lunch. Pour ce qui est des nuisances sonores, ils ont relevé 51 décibels et je trouve que pour une carte bi-GPU, honnêtement, même si ça s'entend pas mal, ça reste correct. Ils ont aussi fait des relevés de température, on peut voir que ça chauffe beaucoup chez eux aussi, un petit peu comme moi. Ils ont eu 97 degrés sur un des deux GPU et 99 sur l'autre, c'est juste énorme. Avant de regarder les résultats de tests qu'ils ont eu, on va regarder leur configuration de test et c'est bien mieux que Clubic. Ils ont utilisé le i7 965 Extreme Edition en désactivant l'hyperthreading, donc vraiment ils ont optimisé leur configuration de test pour le gaming. On va pas voir tous les tests un par un, on va directement à l'indice de performance qui a été fait avec la moyenne des résultats dans les tests. Et on peut voir que finalement, la GTX 295 est très proche d'un SLI de 260+ dans leurs résultats. L'avantage, on l'a vu quand je vous ai parlé de la GTX 295 en début de vidéo, c'est qu'elle coûte moins cher que le SLI de 260+. Et en plus de ça, on n'a pas besoin d'avoir une carte mère compatible SLI. Donc on peut en conclure que même si on a des performances qui sont tout à fait équivalentes, la GTX 295 est plus intéressante. On peut voir que sa concurrente, la HD 4870x2, que moi je peux pas tester parce que le modèle que j'ai en ma possession ne fonctionne pas, on constate qu'elle est très proche généralement de la GTX 295 et elle prend même une légère avance quand on est sur des grosses définitions. Et ça, je pense que c'est principalement grâce à sa mémoire qui est embarquée. Elle avait 2 fois 1 Go de mémoire avec un bus mémoire un petit peu plus large. On peut lire qu'ils commencent la conclusion par trop peu trop tard parce qu'ils estiment que la 295 peine face à la HD 4870x2 qui avait déjà 5 mois au moment de ce test. Ils expliquent que cependant ils trouvent que c'est pas spécialement un mauvais produit. Ils ajoutent qu'elle bénéficie d'une qualité de fabrication de premier ordre. Alors ça vraiment je suis totalement d'accord. Vraiment on a une très bonne finition pour cette carte graphique là et pour la période en question c'est vraiment une bonne chose et assez surprenant parce que généralement on avait des cartes graphiques simplement en plastique là où cette fois-ci on a une coque entièrement en métal et qui est de très bonne finition. Ils reprochent aussi le manque de DirectX 10.1 mais ils disent eux aussi que les jeux compatibles sont très peu nombreux donc ça je suis totalement d'accord avec eux. Là c'est intéressant parce qu'ils parlent du support de Physics et de la 3D Vision. Ça c'est vraiment un point très positif pour les cartes Nvidia à cette époque là et d'ailleurs Clubic n'en a absolument pas parlé. Il conclut en disant que face aux cartes graphiques de la concurrence, notamment la 4870x2, le prix est trop élevé avec 459 € au moment de leur test là où la HD 4870x2 se vendrait entre 369 et 389 €. Forcément ça fait pas loin de 100 € d'écart pour une carte qui a quasiment les mêmes performances. Même si je suis assez d'accord concernant les reproches faits au prix, ça aurait été bien de mettre dans la balance, comme je l'ai dit précédemment, le support de Physics et du 3D Vision. Un peu plus bas, ils expliquent qu'ils auraient bien aimé que Nvidia baisse le prix autour de 400 €. J'ai envie de dire pourquoi pas, surtout qu'on l'a vu dans le test de Clubic, les gens savaient déjà qu'on avait les cartes DirectX 11 qui allaient bientôt arriver. Allez, ça suffira pour la revue de presse, on passe à ma conclusion. Alors, arrive le moment de conclure, et qu'est-ce que je peux dire finalement sur cette carte ? En pratique, c'est quand même une carte qui apporte une plus-value par rapport aux cartes mono GPU de son époque. J'aurais beaucoup aimé tester face à ma Radeon HD 4870x2 qui est juste là, vous la voyez là. Malheureusement, comme je l'ai dit, elle ne fonctionne pas. Mais si on se réfère au test qui a été fait par la presse hardware de l'époque, on se rend compte que la plus-value est pas si énorme que ça avec cette GTX 295. Surtout qu'elle a quand même pas mal de défauts, principalement liés à son design sandwich si particulier. On l'a vu, ça chauffe énormément. Au maximum, je suis monté quand même moins haut que ce que l'on a pu lire dans la presse hardware. J'ai eu 97, une fois je suis monté rapidement à 98 degrés sur les deux GPU, donc ça chauffe énormément. Mais par contre, là où je suis assez satisfait, c'est qu'elle est pas si bruyante que ça pour une carte bi-GPU. Bien entendu, elle se fait entendre, mais ça reste relativement correct pour une carte bi-GPU, j'insiste. Il y a le problème aussi du moment de sa sortie. En 2009, comme avait dit Hardware FR, c'est trop peu, trop tard. Il faut pas oublier que quelques mois plus tard, au mois de septembre, on a eu la sortie de la Radeon HD 5870 qui propose un support de DirectX 11 et donc de la tessellation et surtout qui fait mieux que cette carte là. Pour beaucoup moins cher, la Radeon HD 5870 était commercialisée il me semble autour de 300 €. Donc vraiment c'était quand même une erreur si on achetait cette carte graphique là en 2009, surtout que les gens savaient que les Radeon HD 5000 allaient arriver, qu'elles étaient plutôt intéressantes. Mais il faut reconnaître malgré tous ces défauts que Nvidia a sorti la carte graphique la plus puissante de sa génération. La génération des Radeon HD 4000 ou encore des GTX 200. Et je suis particulièrement satisfait d'avoir pu enfin vous parler des fameuses cartes GX2 parce
puisque pour moi cette carte est une GX2 avec leur fameux design sandwich qui est si particulier. Donc vraiment je suis très content de pouvoir ajouter cette carte graphique dans ma collection. Vous l'avez compris, on arrive donc à la fin de cette vidéo. La dernière fois, ça avait plutôt bien marché. Donc si vous avez envie de mettre cette vidéo en avant, on va mettre un hashtag dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec hashtag sandwich. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi faire un tour sur le lien Linktree en description. Vous y trouverez les réseaux sociaux, le Discord et la boîte mail. D'ailleurs, la boîte mail, vous pouvez m'envoyer un mail pour participer au PC Rétro des abonnés. N'oubliez pas de mettre dans l'intitulé du mail que c'est justement pour le PC Rétro des abonnés. Et mettez-moi plein de photos, c'est plus sympa en vidéo, avec une description complète du PC. Bien entendu, si vous manque des informations, c'est pas très grave, mais essayez quand même de m'en mettre le plus possible. Allez, on arrive à la fin. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.